L'Occident a une idée qu'une femme et un homme sont forcément faits d'une façon différente, n'est-ce pas? Et on pense que c'est vraiment... C'est comme l'histoire de la Genèse, n'est-ce pas? Oui. Et alors, et nous avons cette idée de l'homme et de la femme, n'est-ce pas? Mais elle dit qu'en général, et là, je n'ai rien contre, en général, pour les Mélanésiens, cette différence sur ce niveau-là entre l'homme et la femme n'existe pas. C'est-à-dire, en vérité, les hommes et la femme sont très, très semblables, malgré pour certaines fonctions particulières, qui sont particulières et qui ne produisent absolument pas de différenciation morale du type que l'on trouve dans la Genèse, n'est-ce pas? Donc, la séductrice et tout ça. Non, rien comme ça. Hein? Alors, donc, elle dit... Donc, si moi, je dis que les noix de coco et les noix de bétel, les noix d'arec, sont des éléments médiateurs. Oui. Il n'y a pas besoin de médiateur, ils sont pas simplement partie du corps, sinon il n'y a pas de médiateur, il n'y a pas de médiation. Et ça, c'est plus simple et plus... alors, la première chose que j'ai répondu dans ce débat, tu vois, mais la partie que tu contestes, j'ai copié mot pour mot de ce que un informateur au Hokkaido m'a dit, il m'a dit ça, et j'ai écrit mot pour mot ce qu'il a dit. Donc, ce n'est pas ma théorie à moi, c'est sa théorie à lui. Et bon, alors, là, je ne sais pas, elle ne pas daigner de répondre, tout ça, mais évidemment, elle aurait pu répondre. Bon, voilà, peut-être il se trompait, n'est-ce pas? Et il pourrait se tromper parce qu'il écoutait beaucoup de missionnaires, n'est-ce pas? À ce moment-là, il aurait très bien eu à apprendre ce truc-là. Et il a dit ça, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement vrai comme ça. Ce n'est pas nécessairement une idée, parce qu'en général, ce qu'il dit, cette idée que nous avons sur ce que c'est un homme, ce que c'est une femme, c'est déjà une fiction. Donc, pourquoi doit-on supposer que les Hokkaido croient à cette fiction, n'est-ce pas? Donc, je le concède absolument. Ce qu'il dit, c'est bien. Mais mon problème, c'est comme ethnographe. Il m'a dit ça quand même, n'est-ce pas? Donc, et aussi, je n'ai aucune raison de ne pas le croire, mais je suis là. Et je trouve qu'il a dit ça. Et à ce moment-là, je suis... l'idée que ces objets sont des objets qui médiatisent, c'est quelque chose qui doit exister dans son esprit, n'est-ce pas? Mais, toi, finalement, je n'ai aucune certitude de ça. Elle a fait ce livre-là de plusieurs centaines de pages où elle
l'une de ces questions principales, c'est que cette différence entre les sexes, ça fait partie de notre mythologie, n'est-ce pas? Parce que elle a voulu dire ça, elle a dit ça. Et pour le reste, donc, est-ce que je veux vraiment continuer à imposer cette fiction aux même si, mais si peut-être un missionnaire l'a déjà imposé. Là, je suis vraiment perdu, je ne sais pas comment procéder après ça. Et donc, j'ai laissé la science, simplement, je ne peux pas, je ne vois pas quoi faire. Donc, je ne dis pas que tout ça n'est pas vrai, ça c'est très intéressant. Et ça vaut la peine de considérer ça davantage, n'est-ce pas? Et si j'avais lu ça avant de faire mon travail chez le Okaïva, j'aurais fait toutes sortes d'autres, posé toutes sortes d'autres questions pour aller au bout de ce problème. Donc je n'ai rien contre, mais pour le moment, je ne sais pas. C'est dommage, parce qu'elle n'était pas contente. Mais toujours, je ne sais pas, mais elle a vraiment été à ce moment-là, surtout en train d'organiser pour devenir ce qu'elle est devenue, n'est-ce pas? Parce que ça, tout ça, c'est un travail génial. Absolument, la meilleure chose sur la parenté, si tu dis, connaître, ne pas seulement de l'énergie, c'est très bien. Mais c'est ça le problème, tu vois, le genre du don. Est-ce que le don a un genre? Parce que moi, j'avais travaillé quand même avec les dons masculins et féminins, n'est-ce pas? Si le noix de coco, c'était un don masculin, et le noix d'arec, c'était un don féminin. Et c'est ça qu'elle ne veut pas. Si tu as d'abord cette idée de l'homme et la femme que tu avais avec le mythe de la Genèse, plus ou moins, à ce moment-là, tu comprends à partir de ça que l'homosexualité, c'est un crime affreux, etc., n'est-ce pas? L'homosexualité ou le lesbianisme, ce sont des péchés mortels, n'est-ce pas? Mais, tu vois, si tu as les idées des mélanésiens, donc que ces corps sont vraiment très très semblables, etc., sauf pour certaines fonctions très précises, si tu évacues la question morale et où tu situes la question morale ailleurs, je veux dire, dans un autre contexte. Mais si tu n'attaches pas la question morale à ce mythe-là de la Genèse, là, il devient de plus en plus difficile de savoir quoi dire sur l'homosexualité, n'est-ce pas? Donc l'homosexualité devient une coutume qui peut-être existe pendant certains moments de la vie
et qu'on peut abandonner après, et qui peut servir à certains buts précis, des choses comme ça. On a toujours toutes sortes. Mais de toute façon, tu ne peux. Il n'y a rien qui le lie au péché mortel, etc. Du moment où tu ne continues pas avec cette théorie de la Genèse qu'elle est en train aussi de démolir, n'est-ce pas? Et c'est ça. Et là, une autre personne qui a la même idée que Stratham, c'est Gilbert Hurt, qui est très homosexuel aussi. Ah, tu le connais? Oui, ah oui, oui, film, c'est ça. The Guardian of Oui, oui. quelques écrits. Mais lui, il a plusieurs de ces choses. Et moi, j'ai écrit un article pour un de ses livres où j'ai analysé certaines danses et indiqué que ces danses expriment cette fois, dans un sens moral, certaines relations qui peuvent exister entre un homme et un autre homme, ou un homme et une femme, etc., etc. Une relation de hiérarchie qui peut exister dans certaines conditions et qui peut être ou bien homosexuel ou hétérosexuel. Et ça ne fait pas beaucoup de différence, effectivement. C'est une question rituelle ou pratique ou autre, mais ce n'est pas une. Donc la théorie de l'homosexualité de Hertz, il est impliqué dans le même débat que ça. Et l'article que j'ai écrit pour lui est vraiment une confirmation de la théorie de Bernard, mais il ne le savait pas à ce moment-là. C'est dans ce livre de Hertz, mon article là quelque part. Ah non, ce n'est pas aussi long que ça. C'est long. C'est un article substantiel. Ah bon, ça c'est sur la danse. Notre vision de l'homosexualité
est probablement tout aussi fausse que notre idée du don. Donc, ce qui s'applique ici, ça devrait s'appliquer là aussi. Et à ce moment-là, tout ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, parce que l'homosexualité n'est pas une catégorie qui se pose dans cette philosophie. Et surtout, l'homosexualité, toutes ces catégories ont une qualité philosophique ou qualité morale. Et notre travail devrait être de remettre en question la notion même, n'est-ce pas? Et si on a vraiment, on est vraiment convaincu que les histoires dans la Genèse, n'est-ce pas, avec la création d'Ève et Adam et Ève, etc. Si nous avons peut-être l'idée que ça est une fiction, tu vois, alors à ce moment-là, tout ce qu'on dit sur l'homosexualité tombe. Tu peux donc dire que la montagne est une sorte de Dieu et qui punit les gens qui Par exemple. oui, ont violé certaines, non pas des règles, mais des préférences de ce Dieu. Et si ce Dieu est fâché, alors c'est très désagréable. Et parfois fatal, n'est-ce pas? Oui, Ouais. oui, c'est ça. Alors, il y a plusieurs façons d'irriter ce Dieu. Les Orokaiva eux-mêmes peuvent l'irriter s'ils chassent sur la montagne. Ils n'aiment pas ça. Alors, les Blancs ont toutes sortes de choses affreuses qu'ils n'aiment pas du tout. Et c'est très bien possible que leur activité qui ne sont pas agréables pour les Orokaiva ne sont pas agréables aux dieux non plus, parce que c'est leur Dieu quand même, n'est-ce pas? Donc, donc peut-être ils veulent se venger sur les Blancs, peut-être la montagne veut se venger sur les Orokaiva qui ont violé les règles de la chasse. Il y a plusieurs autres possibilités de ce type. Et mes études sur l'éruption étaient surtout autour de cette possibilité de la colère de la montagne. Parce que si les gens des Orokaiva qui étaient très fatigués, les Australiens, n'est-ce pas, ils pensaient que cette montagne a fait tout ça simplement pour punir les Australiens. Mais là, il y a une question qui se pose. Ils ont tué un certain nombre d'Australiens, mais il y a beaucoup de gens qui sont morts pendant l'éruption. C'était des Orokaiva, beaucoup plus d'Orokaiva que d'Australiens. Donc, c'est une façon pas très économique de se fâcher contre les Australiens, n'est-ce pas? Pourquoi 3 ou 4 000 Orokaiva
juste pour punir moins d'une centaine de blancs, n'est-ce pas? Ça ne fera pas de sens. Donc, mais il y a aussi une idée que ce n'est pas la montagne qui était fâchée, mais que c'était Dieu lui-même, le Dieu chrétien qui était fâché, parce que les Orokaïva n'ont pas obéi à ses commandements. Ça pose la possibilité. Il y avait des gens qui ont pensé que c'était l'évêque anglican qui a demandé la consigne, qui a donné la consigne à la montagne de faire l'éruption. Ensuite, l'éruption a fait parce que l'évêque l'a demandé, n'est-ce pas? Et comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont vu. Et les gens n'étaient pas fidèles aux règles établies par les missionnaires. Ça, c'est possible aussi. C'était une théorie assez répandue aussi. Oui. Donc, je ne me rappelle plus pourquoi cette université américaine a voulu que je fasse l'étude de cette éruption de la montagne. Mais c'était un gros projet où toutes sortes de désastres ont été étudiés et aussi la cause de ces gens. Et rien que pour obtenir des histoires assez absurdes de ce type. Est-ce que les Orokaïva n'avaient pas des dispositions pour prévoir ce genre de catastrophes? Et les Orokaïva avaient marre à toutes ces histoires-là. J'ai posé la question là-dessus en Orokaïva. Peut-être mauvais Orokaïva, probablement. Et on a fait des chansons à partir de ça. Et, probablement avec les erreurs de grammaire inclus, je ne sais pas. Mais je sais que ça a eu des résultats directs. On a fait. C'est l'équivalent français, c'est parce que je veux toujours poser la question, au moment de l'éruption de la montagne, il y a quelque chose d'autre. Mais au moment de l'éruption de la montagne, c'était une phrase répétitive, tu vois. Et c'était ça, la phrase répétitive qu'on a utilisée pour les chansons. Ça, c'était l'histoire de l'anthropologie des années 50. Mais surtout, c'est le deuxième terrain, les Orokaïva. Hein? C'était votre deuxième grand terrain, les Orokaïva. Ah oui, on a fait mon salaire pour 2 années ou plus pour faire ça. Oui. Et moi, j'ai fait autre chose, évidemment, mais j'ai fait ça aussi. Mais sur place, est-ce peut-être vous pouvez raconter comment se sont passés les premiers contacts sur place, ils ne pouvaient pas faire trop de ça. Parce que quand ça commence avec ces chansons dérisoires, alors il doit changer de thème, n'est-ce pas? Vraiment ridicule. Cette discipline qui a disparu maintenant, mais c'est très bien aussi de la disparaître. La sémiotique. Et la sémiotique, c'était une sorte de discipline qui prend ce type de questions au sérieux. Je veux dire, la raison pourquoi la montagne a pu exploser.
explosion, puis-je dire, parce que c'est une explosion particulière. Ce n'est pas une éruption, mais explosion. Ça dépend du type de désastre. Et si c'est dans les deux cas, tu as la lave, mais dans ce cas de l'explosion, c'est bouché en haut, totalement bouché. Et c'est tellement bouché que ça ne peut pas se faire une voie en haut. Et donc, tout ça explose. Et une certaine partie de la montagne est simplement dispersée par la force de l'explosion. Et ça va très vite. Et c'est impossible, une fois que c'est explosé, c'est impossible d'échapper, parce que c'est trop vite. Et c'était on appelle péléane, je pense. Explosion péléane, quelques mots comme ça. C'est un phénomène particulier. C'est différent de la plupart des éruptions. L'explosion, le Vésuve, l'explosion des Vésuve, ça c'était l'explosion de ce type. Explosion soudaine, et personne n'a pu échapper.